organisateurs de ces rencontres. Au stand des rencontres gourmandes, au stand des Ardennes flamandes, avec Hugo. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu à Vaison-la-Romaine pour les rencontres gourmandes, c'est la première année. Comment est arrivé ce rendez-vous à Vaison? Pour être vrai, mes copains, ils ont vraiment étonné parce que peu de gens connaissent les produits de chez nous. On pense que la Flandre est quelque chose d'inconnu. On connaît seulement la route de Flandre avec les cyclistes et tout ça. Mais maintenant, on commence à connaître la bière des petits brasseries. Et on apprécie, je vois que beaucoup de Français manquent des bonnes bières. Pas des pils comme des grands, mais des bons brasseries. Et c'est exceptionnel. Il faut demander à mes copains, ils sont en... C'est incroyable. En ébullition. Oui, ça surtout. Un peu de tout, hein. Il faut goûter de la distillerie. Oui. Alors vous, Hugo, vous présentez quel type de produit ici? Je suis ici seulement pour soutenir et pour aider mes copains. Mais moi, personnellement, j'ai un moulin. Un moulin avec des épeautres, mais des grands épeautres. Et je suis seulement ici pour faire un peu, pour parler un peu tout de ça. Mais nous, on fait beaucoup de commerce avec la France, parce que 90% de la graine qui vient chez nous, c'est de la France. Hein, Alors, quelle est la différence entre le petit épeautre et le grand épeautre? Le petit épeautre, personnellement, on peut dire beaucoup de choses de grand épeautre et petit épeautre. Mais personnellement, le petit épeautre, c'est dans la région ici. Et ça ne donne que 1 ou 2 tonnes par hectare. Chez nous, le grand épeautre, ça peut donner 6 tonnes par hectare. Et le plus important chez épeautre, qu'il n'y ait pas de gluten. Des gluten en flamand, on dit des gluten parce que beaucoup de gens ont des problèmes avec... Oui, ils sont allergiques pour koaliki et tout ça, et ça c'est un début. Et c'est très demandé. Hein. Même maintenant, j'ai environ 100 tonnes d'épeautre bio, et on peut acheter, c'est le Lidl d'Allemand qui achète tout. Hein, et je peux écouter ici, mais les prix sont ici aussi, c'est un peu partout. Maintenant, je suis en train de parler de notre commerce, mais il faut demander à mes copains de les brasseries et tout ça, qu'est-ce qu'on pense de... C'est exceptionnel, cette bourge. Alors, au niveau du goût, le grand épeautre, est-ce que il y a une différence avec l'épeautre de chez nous, de la Provence? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Vous n'avez pas goûté? Non, j'ai... Une heure passée, j'avais vendu un moulin dans mes copains. C'est un moulin avec des pierres. Il est intéressé, il veut l'acheter, pas de problème, il dit. Donc on peut faire toujours des commerces. Chez nous, c'est du passé, mais ici, pour un ferme, c'est unique, hein, avec des pierres, moudre avec des pierres. Oui. Vous reviendrez l'année prochaine si on vous invite? Oui, pourquoi pas.
Moi, Vous aimez cette ambiance? Ça existe vers chez vous? oui, chez nous, on a un marché. Beaucoup des exposants sont venus chez nous dans le Sint-Lieve-Zottem. C'est un marché avec 500 bêtes, beaucoup de chevaux, peut-être 500 chevaux, et avec 200 des petites des gens qui vendent un peu dessous. Et l'année passée, ils sont venus aussi avec 20 expositions, des gens qui exposent. Oui, et c'est à cause de ça qu'on est venu ici. On change un peu. Merci Hugo. Oui, merci madame. Oui. Au stand de la bière flamande, des Ardennes flamandes, avec Ignace, brasseur de la Flandre orientale. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, alors vous êtes en Provence, à Vaison-la-Romaine, aux rencontres gourmandes, et vous êtes venu spécialement pour les rencontres gourmandes exposer vos produits, notamment la bière, puisque vous êtes brasseur. Racontez-nous un petit peu pourquoi vous êtes ici. Ben, nous brassons seulement des bières spéciaux. Et beaucoup de Français, ils ne connaissent pas les bières spéciaux. Et nous laissons goûter les bières ici et ils trouvent ça formidable. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial, votre bière? Ben, Il y a beaucoup de monde à votre stand là. Hein. Oui. Ben, oui. Nous, les brasseurs belges, nous brassons que des bières fortes avec beaucoup d'alcool. Toutes les bières que je fabrique, ce sont 6, 7, 8 et 9 degrés. Donc beaucoup d'alcool. Et ce qui est spécial à notre bière, que nous fermentons, ce sont des bières avec des fermentations en bouteille, comme vous faites avec le champagne. Mais pour fabriquer le champagne, vous dégorgez la levure, et chez nous, la levure est encore dans les bouteilles. Oui. Et la levure se trouve en dessous des bouteilles. Oui. Et ça donne un goût très spécial aux bières. Oui. Et alors, est-ce que les buveurs de bière consomment autant de bière qu'en France, ou étant donné qu'elle est plus forte, il y a une restriction ou pas du tout? Normalement, les Français, ils boivent que du vin, mais maintenant, ils boivent des bières spéciaux et ils trouvent ça formidable. Oui, quand moi je laisse comment s'appelle ça? Allez, le nom en français, je ne sais plus. Quand je laisse... allez, proef wat wil dat zeggen? Les noms en français. Déguster des bières, ils trouvent ça formidable et ils vendent des bières parce qu'ils trouvent ça formidable. À boire avec modération quand même. Bah oui, les bières extrêmes, ça se vend quand même, vous savez. Oui. Merci. Au revoir. Alors ici c'est un stand un petit peu particulier puisque c'est un produit que vous vendez, que vous produisez, que vous récoltez, que l'on ne trouve pas partout et notamment très rarement autour de Vaison-la-Romaine. C'est pour ça que les rencontres gourmandes c'est une manifestation fabuleuse parce qu'on fait des découvertes. Et là justement on est sur le stand de l'Or des Trois-Rivières, l'or qui est le safran. Et vous êtes le propriétaire récoltant, si on peut dire. Vous êtes d'Entrechaux. Alors, on est l'Or Rouge des Trois-Rivières, donc on est producteur de safran producteur récoltant de safran sur Entrechaux depuis maintenant 2010. Et voilà, nous sommes présents sur les rencontres gourmandes parce que c'est une manifestation qu'on aime ne pas rater, étant donné que c'est une manifestation qui est axée sur les produits de bouche. Et donc le public qu'on peut y rencontrer est un public assez intéressé et relativement connaisseur. Donc voilà, ça nous permet de leur faire découvrir notre produit et les différents produits dérivés autour du safran. Alors comment êtes-vous arrivé à récolter au cœur de la Provence du safran? Comment est venue cette idée-là et quel a été le phénomène qui a fait que voilà, depuis 2010 vous êtes récoltant? Alors en fait, le safran en Provence a une très longue histoire. Début du XVIIe siècle, autour de Carpentras, il y avait 160 safraniers. On était en Comtat Vénessin, une des plus grosses régions productrices de safran à l'époque, avec un gros déclin de la production du safran en fin XVIIe, dû à deux raisons, les campagnols et les hivers assez rigoureux. Et depuis une dizaine d'années, la culture du safran s'est relancée ici dans la région, notamment grâce à l'aube safran au Barou,
qui il y a 10 ans a remis la culture du safran à l'ordre du jour. Et à l'heure actuelle, on doit être ici dans la région 5 ou 6 safraniers à exercer et à récolter le safran pour essayer de faire revivre une culture assez extraordinaire et assez ancienne. J'imagine que cela doit être une culture très délicate. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe de la base jusqu'à ce que l'on puisse utiliser ce condiment dans nos assiettes? Alors, on récolte la fleur fermée le matin, de manière à ce que le pistil reste protégé de la lumière, du soleil surtout, mais également des abeilles qui, une fois que la fleur est ouverte, viennent butiner la fleur et risquent d'amener du pollen sur les pistils. Alors le pistil de la fleur, je vais en prendre un. Donc voilà, dans la fleur de Crocus sativus, puisqu'on travaille sur le Crocus sativus, nous n'allons récolter que le pistil, donc la partie rouge que vous pouvez voir au centre de la fleur, qui est composée de 3 stigmates. Une fois que nous avons récolté cette partie rouge, nous rentrons à la maison pour l'émondage. Alors l'émondage consiste à séparer le pistil du reste de la fleur, comme ceci, pour ne garder que les 3 stigmates, donc la partie noble, je vais dire, du pistil, la partie uniquement rouge. Et une fois qu'on a récolté suffisamment de stigmates tels que vous pouvez les voir ici, à ce moment-là, ce que nous faisons, nous séchons ces stigmates pour leur faire perdre 80% de leur poids en eau. Voilà, et à partir de ce moment-là, on est sur du safran sec et nous allons amener ce safran à maturation pendant au minimum 30 jours pour que le safran commence à prendre son goût et son odeur. Parce que juste après séchage, le safran est déjà très colorant mais n'a encore aucun goût ni aucune odeur. Voilà. Et c'est cette maturation qui va permettre au safran de connaître, de prendre l'odeur que vous connaissez, l'odeur caractéristique de safran. Alors quelle est la quantité que vous utilisez, que vous produisiez pour avoir juste une petite pincée de safran? Alors pour obtenir 1 gramme de safran sec, on est sur un ordre de grandeur de 150 à 230 fleurs. Tout va dépendre du moment de la récolte. En tout début de récolte, on est sur 150 fleurs pour obtenir 1 gramme de safran. En fin de récolte, les fleurs diminuent de taille et les pistils également. Et donc là, il nous faut à peu près 230 fleurs pour obtenir 1 gramme de safran sec. Donc c'est vraiment énorme. Et les fleurs, quelle est la reconversion des fleurs? Vous les faites sécher et vous... Alors, au niveau des fleurs, on a une collègue sur Avignon qui s'appelle Jessica Hamou, qui est directrice d'une société qui s'appelle 4 Essences et qui a créé une gamme de soins Kesari. Et cette dame donc récupère les pétales des fleurs pour en extraire les antioxydants, parce que les pétales de nos fleurs sont remplis d'antioxydants. Et elle a créé toute une gamme de soins, toute une ligne de soins avec les fleurs de Crocus. C'est fabuleux. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.